14h15, un petit peu plus, on se retrouve ici au cœur du forum digital des associations et des fondations organisé ici dans le studio des Écoles Parisiens événements. On va passer un peu aux travaux pratiques quelque part et à l'administration de bons remèdes. On va vous le rappeler dans un instant. C'est vrai que le secteur de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, c'est un secteur de l'économie à part entière, ce qu'on ne cesse de répéter depuis ce matin, depuis la première intervention avec la ministre Sarah El Haïry, bien entendu. Et là aussi, il existe des outils de relance, certains nouveaux. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez bien dans le détail, mais on est là pour ça, justement, pour tout vous expliquer, parce qu'évidemment, tout évolue. Il y a la crise, il y a de nouveaux dispositifs qui sont nés, il y a des choses qui vont apparaître dans le projet de loi de finances 21, donc pour 2021, qui va démarrer dans quelques jours, quelques semaines. On est avec Denis Dementon, bonjour. Bonjour. Denis Dementon, directeur général de France Active, qui accompagne les entrepreneurs dans leurs problématiques financières. Vous conseillez à peu près 2500 structures de l'économie sociale et solidaire à peu près. Oui, par an, oui. Oui, donc on a plus de monde que ça dans le portefeuille. Évidemment. Charles-Émeric Caffin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, chef du bureau du développement de la vie associative à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, qui est rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Soyez le bienvenu. Marianne Faucheux, bonjour. Bonjour. Alors, je crois qu'on a parlé de vous juste avant avec Christophe Janter. Marianne Faucheux, qui est directrice adjointe du département cohésion sociale et territoriale à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Banque des Territoires, l'une des branches de la Caisse des dépôts. Alors, vous êtes chacun et chacune, quelque part impliqués dans vos domaines respectifs, dans vos administrations respectives, bien sûr, dans vos entreprises respectives. Quelle photo vous faites de la santé, du tissu associatif? Parce que, Marianne Faucheux, je commence avec vous. Tout le monde, évidemment, n'est pas logé à la même enseigne. Clairement, non. Je dirais 3 grands types de populations. Des structures très affectées par la crise parce qu'elles impactent directement leur activité. Je pense à tous les acteurs du tourisme social, de l'événementiel, aux acteurs qui portent des bars associatifs. Voilà, tous ces acteurs-là, leur activité, elle est soit fermée, soit très réduite. Terrible. Donc, fort impact. Deuxième grand bloc, des gens dont l'activité se maintient, mais nécessite d'être adaptée pour continuer à se maintenir. Tout ce qui est secteur de l'aide à domicile, c'est plus les mêmes protocoles. Il faut travailler différemment. On est impacté par tout l'environnement. Et donc, voilà. Et troisième grand bloc, on va dire, un bloc dont l'activité augmente, soit parce que ça ne va pas bien dans la société, et donc tous les acteurs de la solidarité sont mobilisés et doivent en faire plus, soit aussi parce que ça répond à des demandes de la société. Je pense aux acteurs dans la transition alimentaire, qu'on voit plus mobilisés et donc dont l'activité se développe. Donc 3 grands blocs et 3 situations différentes. Tu continues le tour de table. Denis Dementon, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous observez. On voit d'une part la même chose, donc je ne vais pas y revenir. Il y a des très fortes disparités, on va dire, sectorielles. Certaines activités, fermetures administratives, d'autres des coûts de surchauffe. Mais je rajouterais un autre critère, nous, de ce qu'on voit des associations qui sont suivies par France Active et qui ont été financées. C'est des critères de taille et des critères de type de modèle économique. Critères de taille, pour aller vite, une association qui a 25, 50, 100 salariés dans le champ du service à domicile, a priori des staffs suffisants qui leur permettent de travailler sur des stratégies de mobilisation d'aide, sur des plus petites unités, c'est-à-dire énormément d'associations, 1, 2 salariés, des temps partiels. On n'a pas forcément la capacité à aller chercher l'ensemble des aides disponibles. Voilà, pour prendre deux cas typiques. Et puis des questions de modèle économique. Nous, on a vu dans les associations qu'on a soutenues, celles qui étaient déjà fragiles dans leur structure financière, forcément arriver beaucoup plus vite
au bout de la trésorerie et d'autres qui avaient pu équilibrer un modèle et le tenir dans la durée, avoir beaucoup plus de résilience. Donc c'est une question ensuite de temps de réaction et de possibilité de réaction. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a péril ou pas sur le secteur associatif? Votre diagnostic, vous, Charles-Émeric Caffin, au nom du ministère de l'Éducation nationale? Oui, il y a un fort péril. Enfin, on vient de le dire. On vient de croiser les activités avec les modèles socio-économiques. Donc, clairement, on voit bien que certains secteurs sont en grande difficulté. En plus, ils avaient un modèle socio-économique qui était un peu fragile. Là, c'est la déroute. On le voit en termes d'emploi. On a perdu, rien que sur le premier semestre, 61 000 emplois associatifs. 61 000 emplois, 61 000 donc emplois. Sur environ... Rien que le premier semestre. Premier semestre. Rien que le premier semestre. Et dans le premier semestre, il n'y avait que le deuxième trimestre qui était compliqué. Voilà. Et à côté de ça, on a perdu, enfin, entre guillemets, perdu. Il y a un nombre négatif de 72 000 embauches en moins, aussi sur cette même période. Donc on voit bien que toutes les associations employeurs, là, sont en difficulté, de façon générale. Voilà. Après, certaines ont réussi à rebondir un petit peu, avec les différents outils d'aide, de soutien temporaire que l'État a mis en place et qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps. Tout ça est fragile. Tout à l'heure, l'un des intervenants disait que pour certaines associations, on compte les mois de trésorerie en 3 mois. C'est-à-dire 3 mois, c'est demain, quoi. Oui, 3 mois. 3 mois, c'est très clairement souvent le cas aujourd'hui, voilà, malheureusement. Alors, une fois ce constat fait par vous toutes et tous, quel soutien financier? Alors, on ne parle pas forcément, évidemment, de dons, bien entendu. Il y a de nouveaux outils qui sont arrivés, variables selon la taille des structures. On commence par qui? Tiens, peut-être avec vous, Charles-Émeric Caffin, justement. D'où on part? Déjà, rappelez un petit peu le cadre avant. Avant, il y avait des mesures généralistes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On affine davantage, c'est ça l'esprit? On affine, on raffine quasiment. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison de dire, on part de quelque chose. Parce que, je disais à l'instant, on a eu quand même, d'après les chiffres qu'on a, 68 000 associations employeurs qui ont bénéficié du Fonds de solidarité. Voilà. Donc, ça fait pratiquement la moitié des associations employeuses. Voilà. Donc, on se pose des questions aussi, par voie de conséquence, sur les autres. Pourquoi elles n'ont pas fait appel? Alors, on le sait, Marianne l'a dit tout à l'heure, parce qu'elles sont parfois aussi en suractivité. Il n'y avait pas besoin de difficulté, donc elles étaient au contraire sur des difficultés qui sont vraiment inverses, en plus, qu'il faut régler aussi dans le cadre du plan de relance, c'est une augmentation de leur coût de travail. Pourquoi? Parce qu'on le voit tous les jours, les mesures sanitaires coûtent cher à mettre en place. Voilà. Donc forcément, le coût du travail est renchéri. À côté de ça, c'est vrai que les PGE, le prêt garanti par l'État, a servi un certain nombre de structures associatives. Il y a aussi les prêts de l'État, directement auprès des CODEFI, voilà, qui sont plus habitués aux entreprises classiques, mais qui peuvent aussi s'ouvrir aux associations. Donc il y a eu un certain nombre de produits qui ont marché, qui marchent encore, puisque le PGE il est prévu jusqu'à juin 2021, donc on a encore 6 mois. Il faudra les rembourser après. Voilà. C'est une autre paire de manches. C'est de la garantie d'État. Oui, bien sûr. Le chômage partiel, on l'a annoncé hier, on le repousse jusqu'à fin 2021. Il était prévu jusqu'au 31 décembre 2020. Mais tout le monde ne bénéficie pas des mesures de chômage partiel dans le monde associatif. Non, tout le monde n'en bénéficie pas, parce que, évidemment, aujourd'hui, on l'a resserré au fur et à mesure du temps. Mais quand vous pouvez en bénéficier, vous êtes entre 85% et 100% de prise en charge. Donc, le coût du travail est quasiment couvert. Voilà. Mais c'est ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui sont justement sur des secteurs d'activité les plus en difficulté, parce qu'ils sont fermés. Voilà, très clairement. Donc on part de ça, on part de tous ces dispositifs pour construire un plan de relance adapté aux associations, pour le coup, puisqu'on n'avait que des mesures transversales quasiment avant, et puis un plan de relance, entre guillemets, à facettes. Voilà, à facettes parce qu'on a des modèles socio-économiques associatifs très différents les uns des autres, et puis parce qu'aussi il y a les secteurs d'activité, dont parlait Marianne tout à l'heure, qui aussi rentrent en ligne de compte dans ces plans-là. Marianne Faucheux, la Banque des Territoires, elle intervient avec quel type d'outils, quels outils de financement pour ces associations? Vous n'allez pas voir toutes les associations? Non. Alors, nous, en direct, on ne va pas voir toutes les associations. On s'est défini quelques secteurs sur lesquels on intervient. Lesquels? Donc, transition alimentaire,
le bloc développement économique local dans lequel on met tout ce qui est insertion par l'activité économique et tout ce qui est, on va dire, de l'insertion par l'activité économique au tiers-lieu. C'est-à-dire le bloc du service au territoire. Comment est-ce qu'on intervient sur un territoire pour le faire fonctionner en direction des habitants, des collectivités et des entreprises du territoire. Le bloc formation et éducation. Le bloc inclusion numérique, qui aujourd'hui et pendant le premier confinement tout particulièrement était particulièrement nécessaire, et puis le bloc médico-social et habitat à destination des plus fragiles. Voilà, ça c'est les 5 secteurs qu'on a définis pour une intervention directe par nous. Et après, au-delà de nos interventions, on intervient aussi, on investit dans des fonds ou des outils financiers qui eux-mêmes peuvent intervenir et financer d'autres acteurs que nous. Et je pense que France Active en parlera mieux que moi. Oui, on va en parler, mais les outils financiers, vous les réservez quand même à des associations quand même d'un certain niveau, non ? On a tout simplement, oui, une certaine, on va dire une limite de taille inférieure. C'est ça. Clairement, combien ? On va dire le plus petit montant qu'on puisse faire, c'est du 100 000 €, mais c'est vraiment très très petit. On va plutôt essayer d'avoir, oui, des financements entre 500 000 et 2 voire 5 millions d'euros. C'est plutôt notre cible d'intervention. Oui, alors vous intervenez, vous, Denis de Menton, donc en tant que France Active, sur des structures, peut-être un échelon plus petit d'employeurs. Oui. Alors, on a une zone de recouvrement. Ça nous arrive de nous retrouver aux côtés de la Banque des Territoires sur des grosses opérations pour nous qui sont plutôt des petites pour eux. Et puis, surtout, on a développé une palette d'outils, alors depuis longtemps, mais je vous indiquerai ce qu'on a pu adapter dans la période 2020, grâce à un soutien de la Banque des Territoires, grâce à un soutien également de la Fondation de France et d'un certain nombre de nos partenaires privés. Nous, on intervient sur des associations employeuses, y compris des très petites parfois, 1 salarié, 2 salariés, jusqu'à des structures qu'on va retrouver dans l'insertion par l'activité économique, dans le tourisme social parfois, de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de salariés. On sait intervenir habituellement sous forme de quasi-fonds propres, ce qu'on appelle quasi-fonds propres. C'est-à-dire des ressources qui sont relativement longues, qui sont à rembourser, mais qui permettent quand même une certaine stabilité dans le bilan de l'association et qui lui permettent de porter un projet de développement sur du moyen terme. Forcément, dans la crise, tous nos clients, toutes les associations qui sont venues nous voir sont plutôt venus nous voir dans une logique d'urgence, même si on n'a pas coupé la possibilité, bien sûr, de soutenir des projets, notamment sur des types de structures qui avaient des très forts besoins. Donnez-nous des exemples, l'un et l'autre, quand vous prenez la parole, qu'on imagine bien, qu'on voit bien, et ceux et celles qui nous regardent, notamment des associations, puissent s'identifier justement à vers qui vous êtes tourné. Voilà ce qu'on a fait depuis début 2020 sur le champ, avec des contrats d'apport associatif, des montants de quelques dizaines de milliers d'euros. On a beaucoup servi des petites associations culturelles. On a beaucoup servi nos associations clientes depuis longtemps de l'insertion par l'activité économique. On a beaucoup servi, et là on est en discussion avec les fédérations du champ, de l'aide à domicile. Donc là, voilà, typiquement des structures qui sont venues nous voir, à chaque fois avec une problématique de trésorerie un peu immédiate. Donc les 3 mois dont on parlait, quelquefois, ils sont presque derrière. Même si, à chaque fois, et notamment pour les plus petites, on a essayé de les aider à y voir clair dans les systèmes d'aide, parce qu'avant même d'intervenir, notamment dans le premier confinement, il fallait s'assurer qu'elles avaient bien eu d'une manière ou d'une autre accès aux différentes solutions possibles. Donc on a poussé à ça. Et puis en complément, on a pu apporter des soutiens en trésorerie, voilà, quelques dizaines de milliers d'euros sur 12 mois, sur 18 mois, le temps de se reposer pour éviter la crise de trésorerie et le temps de se relever, d'y voir un peu plus clair. Juste qu'on comprenne bien, c'est pas du don, c'est de l'outil financier, c'est ça ? Voilà, c'est ça, qu'on soit clair, c'est pas du cash sonnant et trébuchant, non, c'est au-delà, bien sûr. Je complète en disant qu'on a été partenaire du premier fonds de secours ESS qui visait spécifiquement les très petites associations. Là, c'était de la subvention, donc avec un fort soutien de l'État.
de quelques partenaires privés également. Et ça nous a permis de faire un mix, c'est-à-dire d'apporter un peu de cash, parce qu'à un moment donné, quand on a un trou, il faut pouvoir le boucher, donc jusqu'à 5 000 €. Et en complément, donner du souffle en trésorerie. Et ça, c'est remboursable. 12 mois, 18 mois, le temps d'y voir plus clair et de consolider. Je vais dire encore un mot, Marianne, puis après je donnerai la parole donc à Charles-Émeric Caffin, au nom de l'État, justement, qui intervient aussi en aide directe. Je dirais pour compléter, on a nous aussi mis en place des fonds régionaux de trésorerie, justement pour faire de l'action rapide et du financement de petits montants. Et puis derrière, on a soutenu France Active pour cet outil intermédiaire pré-relève solidaire. Et puis derrière, on prépare aussi des outils de plus long terme pour intervenir sur les différents secteurs, pour pouvoir renforcer les fonds propres qui ont été un petit peu attaqués, ou mettre en place des fonds propres sur des structures qui n'en ont pas assez pour pouvoir continuer leur activité et se développer. Alors, l'État, justement, Charles-Émeric Caffin, donc, au nom du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de quoi dispose-t-on comme outil, comme dispositif d'aide directe? Je pense tout à l'heure, et je voudrais qu'on reprécise un peu, puisqu'on avait votre ministre, enfin l'une de vos ministres. Oui, oui, parce qu'il y a M. Blanquer, et puis après il y a des secrétaires d'État, bien sûr. Donc, non, mais voilà. Tout à fait. Voilà. Madame Sarah El Haïry, qui faisait une allusion, et on était de façon très furtive avec elle, et justement avec vous, c'est de voir un petit peu ce que ça signifie. Le fameux fonds pour le développement de la vie associative, qui a été créé il y a une trentaine d'années, qui va être rafraîchi, qui va être élargi, justement, qui va être augmenté. Alors, jamais assez selon les associations, probablement, mais peu importe. C'est une avancée. En quoi c'est une avancée et en quoi a-t-il été élargi? Donnez-nous quelques modalités pratiques. Alors, Denis de Menton vient d'y faire allusion. On voit bien qu'on a, avec la Banque des Territoires, des sommes importantes. Avec France Active, un échelon intermédiaire sur des outils financiers à moyen terme. Nous, on intervient, c'est vrai, sur du très court terme, pas forcément que quand c'est la déroute, aussi pour des projets d'innovation, donc on fait les deux. Bien sûr, préparé. On apporte, comme vous dites, du cash. Le fonds ESS, qui a permis en 2020 à 720 associations de bénéficier de 5 000 € pour des petits employeurs, de 1 à 3 emplois, pas plus. Là, il va être élargi, donc c'est avant le FDVA, donc il y a cette partie-là, il est élargi. On va conserver cette part-là de 1 à 3 employeurs, à 3 salariés, pardon. Et puis l'autre cap, c'est de passer justement de 4 à 10. Voilà. Donc ce nouveau fonds ESS, il va être abondé de 30 millions €. Là, c'est en cours dans la loi de finances que vous évoquiez tout à l'heure. L'objectif, c'est de passer de 700 associations en fait à 5000 déjà. Puis à côté de ça, le FDVA, lui, il est encore, on va dire, sur un autre périmètre. Il va faire les non-employeurs et les tout petits aussi, de 1, 2, 3, 4, parfois 5, qu'il a cette palette. On le survitamine, entre guillemets, en 2021, puisqu'on va passer de 25 à 45 millions, voilà, grosso modo. On a une autre part sur les formations de bénévoles, qui va demeurer. Et sur cette part-là, de 45 millions, l'objectif, c'est pas de donner un ticket forcément unitaire, à 5 000 ou à 8 000 €. On est là en réception des projets. Donc, quand une association a besoin de 1 000, on donne 1 000. Quand elle a besoin de 10 000, potentiellement, on peut donner 10 000. Voilà. Donc, c'est plutôt ce jeu-là qui va se passer. Comment se fait c'est géré localement, c'est géré dans les services départementaux. Selon quels critères? C'est-à-dire une association ne va pas non plus demander toutes les associations 1 million d'euros si voilà. Non, évidemment. Sur 45 millions, s'il y en a une qui demande un million. Oui, non, façon de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne donnez pas systématiquement la somme que demande une association. J'imagine il y a un écrémage. Le ticket, on va dire moyen. Si on rationalise, l'année dernière, on a fait presque 10 000 associations en 2020, là, avec 25 millions. Vous voyez. Donc le ticket, on va dire standard, la moyenne, c'est 2 000, 2 500 € à peu près. Voilà. Mais il y en a qui sont bien au-dessus, il y en a qui vont être en dessous, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup, parce qu'on va aussi toucher des toutes petites associations. Celles qui nous écoutent et qui n'ont pas d'emploi, là aussi, elles sont concernées par ce type de fonds, voilà, très clairement. Et dans quel délai vous répondez ? On va déposer, les appels à projets commencent à être publiés là, ils vont être publiés entre décembre, là, pendant la trêve des confiseurs, et puis jusqu'à fin janvier. On laisse en général aux associations entre 2 mois
voire un peu plus, pour déposer des dossiers. C'est le dossier de demande de subvention État classique, somme toute. Elles le connaissent la plupart du temps assez bien. Et vous n'avez pas raccourci les délais. Compte tenu de l'urgence, compte tenu de la crise, c'est pour ça. C'est toujours le grand dilemme. C'est-à-dire que soit on raccourcit les délais d'instruction, ça on sait faire, soit on raccourcit les délais de dépôt. Voilà. Et après, les associations nous disent « j'ai loupé, j'ai loupé la date ouais, bien sûr. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas ça. L'objectif dans tout ce maelstrom d'aides, diverses et variées, parce que là, on a parlé que des aides transversales. À côté, il y a la culture, il y a le sport, il y a l'écolo. Donc, on a des tas d'aides. Voilà. On est au marché, là. Donc, il faut... La question, c'est plus la lisibilité, la visibilité. Donc, de temps en temps, il faut laisser un tout petit peu plus longtemps que juste 15 jours ou 3 semaines pour déposer un dossier. Sinon, on a loupé le coche. Donc, la vraie question, c'est ça, en définitive. Trouver le bon créneau. L'instruction, après, est rapide, c'est fonction du nombre de dossiers. Dans un département, évidemment, quand vous en avez 300, ça prend un peu plus de temps que quand vous en avez 50. C'est inévitable. Mais l'objectif est de, grosso modo, en avril, d'avoir instruit tout ça, que ça passe dans des collèges, c'est des commissions administratives avec les élus locaux, d'une part, et puis des parlementaires qui examinent, qui regardent un peu de loin, mais quand même qui surveillent un peu tout ça, pour qu'on puisse soutenir l'ensemble du tissu. Voilà. C'est vraiment l'ensemble, pour le coup. Est-ce que c'est toujours clair, le guichet à qui s'adresser? Parce que vous nous avez dit, en effet, il y a en effet les subventions, très bien, celles que vous, pour lesquelles, le département pour lequel vous êtes là. Puis en effet, il y a le sport, il y a l'écologie, il y a ceci, etc. Pour une association, est-ce qu'on sait toujours à quelle porte frapper et à qui demander? Et vous me direz après où est-ce qu'on s'adresse aussi pour France Active et la Banque des Territoires aussi, c'est intéressant. À qui s'adresser? La plupart du temps, pour ce type d'aide, donc ce qu'on appelle, vous avez dit, le FDVA, le sport, une partie de la cohésion sociale, par exemple, tout ça passe par le même guichet, c'est le compte association, qui est sur Internet, que vous allez trouver sur association.gouv.fr. Pas de difficulté là-dessus. Après, sur d'autres périmètres, type culture, environnement, ils ont souvent leur propre dispositif. Sur association.gouv, on essaye de référencer l'ensemble de ces appels à projets. Là, il y a une quinzaine d'appels à projets qui viennent d'être lancés en partie, qu'on a commencé à référencer, justement, entre 15 décembre et 15 janvier. Donc, vous avez des appels à projets côté territoire qui viennent d'être lancés. Voilà. Donc, vous voyez, on a toute cette palette-là. Donc, ce dispositif, c'est lisible quand on passe par le compte asso parce que vous arrivez, c'est une plateforme unique, en définitive. Donc pour les associations, c'est relativement simple de passer par ça. Madame Faucheux, pour la Banque des Territoires. Pour la Banque des Territoires. On s'adresse où? Alors, on s'adresse à nos directions régionales, donc la plus proche du siège de l'association concernée. Nos coordonnées sont basiquement sur Internet classique. On va les trouver. Ouais, et on a rassemblé, ça vient de sortir aujourd'hui, on a essayé de rassembler l'ensemble des aides accessibles aux structures de l'ESS sur notre site Internet, donc Banque des Territoires Plan ESS, où on peut voir toutes les aides qui sont accessibles à une structure. Et vous, France Active, monsieur de Menton? Nous, on est décentralisé aussi, donc on a un réseau associatif, France Active Bretagne, France Active Pays de la Loire, etc. Et vous trouvez les coordonnées sur le site de France Active, donc www.franceactive.org. On va trouver. J'insiste sur le côté décentralisé, mais c'est vrai aussi pour la Banque des Territoires, parce que on peut faire des systèmes d'instruction nationaux avec des pots en ligne, etc. Moi, il me semble que ce qui est fondamental, au-delà des soutiens en apport direct, en trésorerie ou plus long terme qu'on peut faire, la question de l'accompagnement est fondamentale. Alors, elle se joue pas exactement de la même manière quand on vient dans l'urgence chercher une solution d'urgence ou quand on en est, ce qu'on commence à voir pour certaines associations, en train de réfléchir à l'après, même si tout ça est un peu incertain, on commence à reconstituer, à savoir refaire un plan de trésorerie, à voir quels sont les impacts à plus long terme des aménagements à faire sur l'activité. Donc là, je pense qu'au-delà d'aller chercher des sous, ce qu'on sait apporter sur un certain nombre de situations, ce qu'il faut, c'est aller chercher du conseil. Auprès de sa fédération, donc les têtes de réseau sont outillées, connaissent leur métier, auprès des services déconcentrés de l'État, auprès des DLA, les dispositifs locaux d'accompagnement sont fortement mobilisés aujourd'hui justement sur ce type de situation, et puis nos associations territoriales qui ont un conseil à apporter sur les stratégies de financement. Et ce qu'on essaye toujours, nous, c'est de lier l'apport en prêt ou en plus long terme, toujours
à un temps de travail avec les dirigeants pour savoir essayer de construire ensemble une vision à plus moyen terme. Alors ça on y reviendra justement sur la notion d'accompagnement, la notion de conseil, concept de confiance aussi, ça c'est important justement. Juste des questions très pratiques finalement qui sont assez connexes de des questions que je vous posais il y a un instant. Questions que vous nous posez, j'en prends quelques-unes à la suite. Sur quel site pourra-t-on trouver les appels à projets du ministère de l'Éducation et Jeunesse Association.gouv.fr. Association.gouv.fr, voilà, réponse rapide à cette première question très concrète. Laurence, où trouver un panorama complet mais synthétique de toutes ces aides émanant des différents organismes ? On a commencé sur association.gouv.fr, la Banque du Territoire le fait, la Direction Générale du Trésor le fait aussi, France Active le fait. Voilà. On est plusieurs à le faire justement pour que ce soit lisible. Voilà, et on reprend tous les mêmes données justement pour que ce soit le plus clair possible. Julien, peut-on penser avoir une aide pour les associations afin de les aider à les digitaliser ? Parce que c'est une donnée cruciale en cette période. Il a raison, bien sûr, là aussi il va y avoir une accélération. Allez-y, oui, Charles-Émeric Caffin. Le FDVA intervient tant que ce n'est pas de l'immobilisation. Donc, oui. Voilà. Tant que ce n'est pas des murs, voilà. Mais tant que c'est du matériel de fonctionnement du matériel de base, c'est de la digitalisation du matériel de base. Tout juste. Le FDVA peut intervenir. Denis de Menton, France Active. Sujet, notamment pour les petites associations qui n'ont pas eu le temps d'investir ou de réfléchir. On est en train, je fais un tout petit peu de teasing, on est en train avec des acteurs du digital d'essayer de construire un appui avec un diagnostic et un appui assez court mais assez efficace là-dessus. Donc vrai sujet aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la priorité justement, cette numérisation, cette digitalisation, et c'est vrai qu'on a cessé de voir pendant cette crise évidemment, alors aussi bien le télétravail, les sites de vente en ligne, les enfants qui suivaient les cours à distance aussi, etc. Est-ce que ça pour les associations c'est un problème urgent qu'il faut vraiment accompagner avec ces mesures de soutien? Charles-Émeric Caffin du ministère. Oui, il faut les accompagner. On les accompagne. On a des partenaires qu'on appelle des points PANA, donc justement qui servent à ça. Mais je dirais que on peut très bien avoir une action en faveur de la digitalisation, mais si on n'a pas la ressource humaine, ça ne sert à rien. Donc il faut d'abord réemployer, il faut retrouver des personnes, des bénévoles qui reviennent, voilà, qui sortent de chez eux et qui reviennent. Donc là, on a des mesures. L'État a des mesures là-dessus, mais si on n'a pas la ressource humaine, on sera bloqué. Ouais. Voilà. Il faut les deux. Ouais. On revient toujours aussi sur les nouveautés, parce qu'on est là aussi pour ça, dans ce forum digital des associations, des fondations. Le projet de loi de finances 21, on a déjà dit beaucoup de choses, notamment autour du FDVA, donc qui va être élargi, qui va accompagner un certain nombre d'autres compétences. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau, ce qui va se passer en 2021, d'un point de vue, j'allais dire, réglementaire, financier, au niveau étatique, puisque vous représentez le gouvernement? On a les mesures justement sur l'emploi, donc les aides à l'embauche à 4 000 €. On a des nouveaux postes, ce qu'on appelle des postes FONGEP, et pas que pour le secteur jeunesse, éducation populaire, mais de façon plus large, qui vont permettre justement d'aider l'accompagnement à l'emploi des jeunes, parce que la grande difficulté qu'on a aujourd'hui en France, et ceux qui ont plus le pâti, c'est les jeunes qui n'ont pas trouvé de travail. Donc on a un gros effort là-dessus dans ce cadre de ce projet de loi de finances, aussi bien dans le secteur sport aussi, puisqu'il y a aussi des emplois pour les jeunes via le ministère des Sports. Donc, on a toute cette série d'emplois. Sur l'engagement, je vous disais, on a prévu de mettre 100 000 missions de jeunes en service civique en plus. Mine de rien, ça fait en 2 ans, on va toucher les 400 000 missions de service civique. C'est beaucoup d'argent derrière, énormément d'argent. Donc vous voyez qu'on essaye sur les ressources humaines aussi d'agir. En matière fiscale, les discussions sont encore en cours. On vient de repartir en 2e lecture à l'Assemblée nationale. Donc tout n'est pas définitivement joué. On a beaucoup discuté justement sur la partie des dons, ce qu'on appelle la partie Coluche, pour savoir si on continuait d'ouvrir le dispositif et notamment si on reprenait la disposition qu'on a adoptée pendant l'été, où on a augmenté les plafonds de dons des particuliers dans ce cadre-là. Vous voyez, pour que justement, eux aussi puissent... Et là où on en est aujourd'hui ? Dans cette discussion ? Oui, dans cette discussion. C'est assez ouvert, donc justement, c'est pas fait, donc. Ça peut, on va pouvoir avoir peut-être ça aussi. Donc tout ça a un coût, forcément, mais pour l'instant, il faut qu'on remette l'économie en marche. Quoi qu'il en coûte.
Pour l'instant, on remet l'économie et les associations en état de fonctionner. Bien sûr, bien sûr. Autre question, tiens, peut-être à vous, Madame Faucheux, Marianne Faucheux, donc de la Banque des Territoires, c'est Jean-Baptiste à Haguenau, c'est juste à côté de Strasbourg, qui nous demande, durant cette crise, on a vu de nombreuses initiatives solidaires et locales, je vais y arriver. Est-ce qu'on peut dire que les territoires se sont révélés avec leur potentiel d'innovation ? Pour moi, ils ont maintenu leur capacité d'innovation qui était déjà présente et qui a continué à jouer son rôle dans sa diversité et sa capacité d'innovation. Donc oui. Vous voulez dire un mot, Denis de Menton, donc France Active ? Oui, sur le potentiel des régions. La note d'optimisme, c'est qu'effectivement, à côté de tout ce qu'on a pu mettre en place pour soutenir les situations, éviter les catastrophes, on a une très forte pression sur des nouveaux projets. Dès la fin du premier confinement, nous, on a vu repartir autant sur le champ de la création d'entreprises, qu'on soutient aussi, que sur le champ d'entreprises sociales, y compris associatives, des nouveaux projets qui sortent des cartons, donc il y a une capacité d'innovation. On a lancé un fonds d'amorçage avec notre société d'investissement en début d'année, alors forcément on l'a mis un petit peu entre parenthèses jusqu'à juin, et quand on a relancé, on a tout de suite eu des projets à financer sur du capital risque, y compris pour des associations, donc c'est assez fantastique. Ouais. J'ai une question pratique, je pense que c'est pour vous, Charles-Emmeric. Hélène qui nous dit « Bonjour, du côté de notre association, nous déposons beaucoup de dossiers, communes, départements, régions, États. Et c'est vrai qu'il est compliqué de toujours refaire de nouveaux dossiers. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir un seul CERFA utilisé par tous les services ?» Le CERFA, c'est le formulaire, clairement. Oui. La difficulté étant également de n'obtenir que rarement des engagements pluriannuels alors que l'on dépose des dossiers tous les ans. Là aussi, voilà, on a besoin de pratique quelque part. Voilà. Madame met le doigt sur la simplification qu'on mène depuis plusieurs années au travers du compte asso, justement, où les collectivités peuvent se raccrocher. Certaines, comme on est à Paris, donc la mairie de Paris a son propre outil aussi. Ça, on ne peut pas les empêcher, de toute façon. Toute collectivité territoriale. On vient de parler justement de la puissance des collectivités locales. On ne va pas leur empêcher. Les régions ont beaucoup apporté en 2020, justement, dans le cadre des plans de soutien. Donc, on ne peut pas les contraindre. Et c'est vrai. Par contre, elles doivent toutes respecter un cadre. Si ce n'est pas la même forme du dossier de demande, au moins le cadre est le même, puisque c'est un décret qui le fixe. Voilà. La loi a dit tout le monde doit remplir un même dossier. Le décret a fixé le contenu du dossier. Après, évidemment, si les couleurs, les cadres changent, là, on ne peut pas non plus contraindre les collectivités. Je voulais revenir une seconde, parce que je trouve qu'il y a une question qui était importante que vous avez posée tout à l'heure. Alors, laquelle dans celle que j'ai posée ? Juste avant, on parlait des territoires. Oui, bien sûr. Il y a eu un phénomène qu'on a vu venir, et il y a une proposition de loi qui va être déposée prochainement sur ce sujet, c'est les alliances en territoire. Ah, c'est vraiment quelque chose qui est apparu là, cette année, où on a vu que les gens, les territoires, les collectivités territoriales, les associations, face à ce qui nous arrivait, se sont retrouvés. Et ont pu discuter peut-être plus facilement, plus largement. Les entreprises se sont investies aussi. Il ne faut pas qu'on perde ça. C'est-à-dire que dans le cadre de la relance, il ne faut pas le perdre. Et on a une proposition de loi d'une députée qui va être déposée, d'après ce que j'ai compris, dans pas très longtemps, dans une des niches parlementaires, Modem ou du groupe La Reine. Qui voudra quoi ? Qui ira dans quelle direction ? Qui a pour objectif d'essayer de... Comment dire ? D'éclaircir la partie juridique, parce que faire des alliances entre des entreprises, des associations, des collectivités territoriales, on va nous dire il y a les marchés publics, bien sûr, il y a la gestion de fait, pour le côté public. Côté entreprise, c'est pas simple. On donne un peu de mécénat, mais quand on va trop loin, c'est plus du mécénat, on prend le contrôle. Donc il faut essayer de faire la chose en matière juridique. C'est l'objectif de cette proposition de loi, d'après ce que j'ai compris. Alliance entre territoires, vous parliez tout à l'heure d'accompagnement, de conseil, monsieur de Menton, justement. Ça veut dire quoi que acteurs publics, acteurs privés vont être amenés à coopérer davantage ? C'est à ça qu'on verra si un territoire est réactif ou pas. Est-ce que la relation publique-privée va s'enrichir ? Quelque part, voilà, cette crise, elle a suscité un phénomène, en effet, de l'union fait la force, quelque part, voilà. De coalition, de cohésion, quelque part. Bon, maintenant, il va falloir, en effet, comme le disait tout à fait justement Charles-Emmeric, évidemment, les cadres sont un petit peu différents selon qu'on est dans le public, le privé, tout ça n'est pas facile finalement à marier.
Non, il y a des freins, Charles-Henrique en parle. Maintenant, il y a un mouvement de fond, alors qui s'est révélé... Irrésistible, quelque part. Voilà. Mais qui est déjà depuis plusieurs années à l'œuvre, que nous, on observe, parce qu'on est intégré dans les politiques économiques locales. On travaille avec des acteurs privés, notamment la sphère financière, les partenaires bancaires qui nous soutiennent, avec qui on co-investit, etc. De plus en plus d'entreprises, de PME locales qui souhaitent s'investir. Et on a un vrai mouvement d'acculturation, de compréhension mutuelle qui est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années. Et je rejoins tout à fait ce que dit Charles-Henrique. Je crois que la situation un peu critique, autour d'enjeux de territoire, donc de réponses immédiates à des besoins de population, ont fait que des projets qui étaient dans les cartons ont pu se mettre en œuvre et se cristalliser. Ça veut dire quoi, que la crise nous a appris peut-être à mobiliser davantage les réseaux, par exemple, faire naître des interactions? Qu'est-ce que vous nous dites, Denis de Menton, donc, au nom de France Active? Oui, l'urgence, ça secoue toujours un petit peu. Donc on finit par passer à l'acte sur des choses. Moi, j'ai vu des structures du travail adapté, par exemple, d'un seul coup, finaliser une négociation qui traînait depuis 2 ans avec un partenaire privé, avec une entreprise locale, pour construire un nouveau service ou un nouveau produit, dans l'urgence et en quelques semaines. Donc ça, ce sont des choses que nous, on peut soutenir, justement sur des logiques d'investissement à moyen terme, parce qu'il faudra qu'il en reste quelque chose de tout ça. Bon, alors, j'ai beaucoup de questions. C'est une table ronde qui suscite beaucoup de questions pratiques. Voilà, c'est la preuve vraiment de vos interrogations. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes des milliers à suivre ce forum digital tout au long de la journée. Alors écoutez, je les prends au moment où elles arrivent. Camille qui nous dit bonjour, le FDVA 2021. Le FDVA, c'est vous, Charles-Henrique, oui, décidément, vous êtes au centre de la cible. Le FDVA 2021 couvre-t-il aussi les charges fixes de fonctionnement des associations afin de soulager les trésoreries mises à mal avec la crise sanitaire actuelle? Merci. Oui. Réponse, monsieur Caffin. Tout à fait. Depuis tout temps, ce FDVA, fonctionnement innovation, il porte justement la corrélation de ces deux noms, parce que 60% des subventions qu'on donne, c'est du fonctionnement global. Fonctionnement global, c'est justement fait pour ça. C'est les frais généraux, voilà, typiquement. Voilà. On ne s'intéresse pas à une action particulière, c'est pour l'ensemble de la structure. Voilà. 40% après vont sur des projets plus innovants. Bon. Alors, Laurence, peut-on imaginer une alliance entre Banque des Territoires, France Active, mécénat d'entreprise locale, fondation, pour créer un effet de levier au service de la dynamique d'un territoire donné? Qu'est-ce qu'on répond, Marianne Faucheux ou Denis de Menton? Alors, je dirais que... Oui, c'est pas uniquement à vous, hein, monsieur. Il y a déjà une alliance bien établie entre Banque des Territoires et France Active. Oui. Ça, là-dessus, on n'a pas de sujet. Après, sur des projets locaux, ça arrive qu'effectivement, on s'allie et qu'on travaille ensemble. Je dirais peut-être, pour revenir à la question de tout à l'heure, sur les alliances territoriales, oui, tout à fait. Typiquement, on voit des entreprises qui se disent... mon mécénat, je peux le faire aussi vers des acteurs locaux, des petits acteurs locaux. Qu'on connaît. Qu'on connaît. Je sais pas, je suis un supermarché, je travaille avec l'épicerie solidaire qui est à côté de moi. Et ça fonctionne bien. Et derrière, ça génère des flux des flux d'échange, dans tous les sens du terme, qui sont bénéfiques à la fois pour l'association aidée et pour l'entreprise à très long terme. À vous, Denis de Menton. Oui, c'est une bonne manière de voir aussi la sortie de crise. Nous, dans le pacte Relance Solidaire, avec le prêt qu'on a mis en place, on constitue avec tous les partenaires qui sont associés ce qu'on appelle des collectifs relance. C'est-à-dire qu'autour de l'intervention financière qu'on va faire, on essaie de créer un collectif. Alors on va trouver un correspondant local de la Fondation de France qui connaît par cœur toutes les associations du secteur. On va trouver un partenaire, la Massif ou la Maïf, qui sont tous les deux intervenus et qui vont pouvoir connecter avec d'autres initiatives. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à consolider finalement un socle de partenaires privés, publics, autour des projets. Allez, je pense que j'ai encore la place de poser 2 questions. Je crois que je vais revenir vers vous, monsieur Caffin, tant pis pour vous. Je suis une association culturelle, je suis intéressé par le recrutement d'une jeune collaboratrice pour développer un secteur jeune public. Comment accéder à une aide
FONGEP. Alors, je n'ai pas forcément compris la question, mais j'imagine que vous allez nous la transcrire, traduire. Oui, on est en train d'ouvrir 2000 postes FONGEP dits jeunes. C'est quoi les postes FONGEP? Alors, des postes FONGEP, c'est une aide de un peu plus de 7 000 euros, justement pour l'emploi d'une personne, donc au moins à 70% d'un... Et on va en ouvrir 1000 dès le 1er janvier 2021, 1000 autres en 2022. Ça rentre tout à fait dans le périmètre de ce que nous dit cette personne. Activité culturelle, emploi. Elle pourra vraisemblablement le cumuler avec d'autres aides. Je disais tout à l'heure, il y a l'aide à l'embauche aussi, côté ministère de l'Emploi, donc de 4 000 euros, première année, hop, un ticket direct pour un CDD de 3 mois ou un CDI. On va prendre une dernière question. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui nous ont laissé des questions. C'est pas fini, vous savez, on est là jusqu'à 16h15. Rajao Bellison Nirizoa, association Tsimoka. Les appels à projets seront-ils aussi adressés aux associations de solidarité internationale? Les appels à projets du FDVA couvrent l'ensemble des champs associatifs. Donc, tout secteur confondu peut venir auprès de nos services déposer une demande. Solidarité internationale aussi. Ou pas, d'accord. Il n'y a pas de difficulté. Sur le fonds ESS dont on parlait tout à l'heure, qu'on évoquait, qui est en train de se monter en place aussi, ce n'est pas une question de champ, de périmètre. C'est plutôt une question d'être en difficulté. C'est tout. Un mot chacun pour conclure. Compte tenu de tous ces outils, ces mesures de relance, ces mesures de soutien dont on a parlé avec vous trois, comment est-ce que vous voyez 2021? Un mot chacun, chacune. Allez-y, Marianne Faucheux. Je pense très actif et on espère... rattraper, même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on arrive à sortir de cette crise et qu'on en tire les leçons aussi pour aller vers plus de solidarité, plus d'action. Denis de Menton, France Active. Un seul mot, beaucoup de travail. Et puis de la transformation, je pense que là où c'est possible, si on peut en profiter pour faire levier et transformer pour plus d'ampleur, pour plus de synergie entre associations, il faut le faire. Profitons-en, bien sûr. Et vous, le mot de la fin, Charles-Émeric Caffin. L'espoir, bien sûr. Eh ben, c'est bien. L'espoir. Eh ben, vous avez raison de venir ici, nous parler de ces dispositifs, de ces aides, de ces mesures de soutien. Alors, on retiendra donc, en effet, ce portail unique, à vocation de simplification, de coordination, c'est association.fr, tout simplement. Oui, tout voilà, très bien. Merci Charles-Émeric Caffin, chef du bureau du développement de la vie associative, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative. Donc, vous étouffez pas. C'est une carte de visite énorme. Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Très bien. Marianne Faucheux, alors là aussi, outil de simplification. Tout est coordonné sur le site de la Banque des Territoires pour savoir à quelles aides on peut, ou quels outils financiers on peut prétendre. Vous êtes directrice adjointe du département cohésion sociale et territoriale, direction de l'investissement Banque des Territoires. C'est vrai que la carte de visite, elle est plus petite, c'est moins bien. Quant à Denis de Menton, directeur général de France Active, alors là, voilà, trop simple. Voilà, trop simple. Merci à tous les trois, c'était super, merci. Il est bientôt 15h, on va se retrouver dans 5 minutes, toujours au cœur de ce forum digital des associations et des fondations. On est dans la dernière ligne droite. Gros plan sur les fondations d'entreprise. Alors ça va être passionnant, très intéressant. Est-ce qu'elles seront amenées à prendre un rôle de plus en plus grand? La réponse dans 5 minutes. À tout de suite. Bon après-midi.